Le sponsor du jour, c'est un podcast de la banque HSBC. Je dis souvent que l'une des raisons pour lesquelles je fais le rendez-vous tech, c'est que je pense qu'on ne peut plus comprendre la société aujourd'hui si on ne comprend pas la tech. Et s'il y a un autre domaine qui est aussi important, voire même plus important, c'est évidemment l'économie. Et il y a un podcast qui a été créé par la banque HSBC qui est dédié au sujet et qui s'appelle Les nouvelles voies de l'économie. Dans l'émission, ils explorent des thèmes qui changent la manière dont on comprend la société et ils nous expliquent comment on peut tous prendre part à ces changements. Chaque épisode fait 10 à 15 minutes et vous trouverez l'émission dans votre app de podcast. Merci les nouvelles voies de l'économie et merci HSBC. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. On est pendant les fêtes de Noël, au moment où vous nous écoutez, et on va vous parler un petit peu de sécurité, de 5 bons conseils pour ne pas se faire hacker, pour ne pas perdre ses données. Je suis Patrick Béja, et au moment où on enregistre l'épisode, on est fin novembre, début décembre, et il fait gris dehors, il pleut, il y a du vent, c'est la tempête en Finlande. Déjà qu'en novembre, généralement, il n'y a pas beaucoup de soleil. Cette année, on a eu, je crois, 19 heures de soleil en novembre. Rends-toi compte, Manu, rends-toi compte, Corben, 19 heures de soleil en novembre. Je ne sais pas si je vais survivre. C'est la loose, ouais, c'est complètement la loose. En plus, t'es malade aussi, toi. Ouais, j'ai une espèce de rhume chelou, donc voilà. Bon, écoute, on va tâcher de faire au mieux et on va tâcher de donner des bons conseils simples pour les vrais gens de sécurité pour que les gens ne se fassent pas hacker. Exact, on va faire ça. Alors, 5 bons conseils pour ne pas se faire hacker. On va en avoir, on va un petit peu tricher, mais on va parler aux vrais gens, ce qu'il faut faire quand on a des problèmes et ce qu'il faut faire. Disons que s'il y a une personne qui s'y connaît dans ce domaine, c'est peut-être un expert, mais à défaut, on a Corben qui connaît quand même un petit peu, pas trop mal. Je suis pas un professionnel de tout ça, mais je vulgarise depuis assez longtemps. Je sais ce que les gens comprennent en tout cas, parce que quand on parle de sécurité, c'est vrai que ça peut être vite partir dans les choses complexes et il faut savoir quand même expliquer aux gens, monsieur, madame, tout le monde, comment ça marche, quoi. Et on va parler des classiques un petit peu plus tard. Ça sera l'un de nos 5 conseils avec lesquels on triche un peu parce que ça fera un peu plus. Mais en attendant, il y a des trucs auxquels on pense pas forcément. Et effectivement, de ton expérience de parler aux gens et des problèmes concrets qu'ils rencontrent, tu m'as fait une petite liste de choses à faire. Et je crois que la première d'entre elles, c'est tout bête, hein, mais faire des backups, c'est un truc important auquel on pense pas forcément. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, les backups, c'est super important parce que vos données, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Ça dépend en fait de là où tu places l'importance de tes données. Alors là, maintenant, la plupart des gens ont des choses dans le cloud, mais ça n'empêche pas de faire des backups parce que si jamais demain, votre compte Gmail ou votre compte Google Drive se fait shooter ou votre Dropbox se fait shooter parce que pour une raison ou pour une autre, hein, vous pouvez vous faire suspendre votre compte, voilà, peu importe, vous perdez vos données. Donc, et celles qui sont sur votre ordinateur, c'est pareil. Si vous avez un problème matériel, votre disque dur qui lâche, vous perdez vos données. Donc les sauvegardes, c'est super important. Le truc, c'est que les gens savent pas forcément comment faire des sauvegardes. Alors il y a la méthode avec le disque dur, les clés USB, voilà. Puis ça dépend de ce que tu as envie de sauvegarder. Ça peut, il y en a qui attachent beaucoup d'importance à leurs photos de famille, etc. Parce que c'est vrai que si tu les perds, c'est un peu compliqué pour les retrouver. D'autres qui attachent d'importance à leur sauvegarde de jeu, ou voilà. Mais donc il faut savoir un peu où se trouvent les choses que tu veux sauvegarder. Et il faut comprendre que le risque peut venir d'un peu partout en fait pour les sauvegardes. C'est-à-dire vous pouvez avoir un problème matériel, donc si vous sauvegardez sur un disque dur externe, c'est bon, vous avez vos données. Mais si votre maison prend feu par exemple, vous perdez tout, y compris votre disque dur externe. Donc c'est bien d'avoir un backup aussi à l'extérieur, hors site, donc c'est-à-dire à l'extérieur de chez vous, que ce soit dans le cloud ou alors chiffré de préférence, ou sur un disque dur que ensuite vous mettez chez quelqu'un d'autre, etc. Si vous laissez brancher. Cet aspect, effectivement, il y a d'une part une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est qu'avant même de se mettre à mettre des mots de passe super forts, de l'authentification double facteur qui est important aussi, peut-être qu'il faut, sauvegarder les données tout court pour le cas où le pire arrive, même si on essaye de prévenir contre le pire. Et j'ai l'impression que dans ce cas-là, contrairement à d'autres où on peut dire il y a telle méthode qui est super efficace, dans ce cas-là, dans le cas des backups,
Il y a un petit peu tout qui marche et tout qui peut poser des problèmes, donc il n'y a pas une seule solution, j'ai l'impression. Non. Ouais, il y a pas une seule solution. Le truc, c'est que, enfin, après, je vais te donner un peu ma recette personnelle, Ouais. mais il y a aussi des malwares, enfin voilà, des virus qui s'amusent à chiffrer tout ce qui se passe sur le disque dur ou à endommager tout ce qui est sur votre disque dur, mais aussi sur les partages réseau, sur. Donc, si vous avez un NAS sur lequel vous faites vos sauvegardes, c'est pareil. Si vous prenez un virus, vous pouvez aussi perdre vos sauvegardes sur le NAS parce que ça va aller chiffrer les sauvegardes que vous avez sur votre réseau, Le disque etc. réseau, quoi. Ok, Voilà, alors du donc coup, qu'est-ce que tu recommandes pour les gens normaux, quoi? alors moi, pour les gens normaux, ça demande un petit peu d'investissement, on va dire en temps. Je pense que c'est bien d'avoir un backup avec un disque dur branché à l'ordinateur. Ça, on va dire, c'est le premier truc un peu classique parce que ça permet, si jamais vous avez un problème avec votre ordinateur, de remonter une sauvegarde assez rapidement. L'USB, ça reste quand même assez rapide. Et puis, vous pouvez l'emmener aussi, par exemple, vous partez de chez vous en vacances, vous dites si jamais je me fais cambrioler, je me fais voler mon ordi, je perds mes photos, etc. Vous pouvez le planquer, vous pouvez l'emmener avec vous, etc. Donc il y a quand même un côté physique qui est sympa. Et l'autre truc que je recommande en plus, c'est de doubler le backup avec soit un backup complet avec des services. Alors il y a des services en ligne comme Backblaze qui permettent de faire de la sauvegarde vers l'extérieur. Mais Ouais, vous moi j'ai pouvez utilisé aussi Carbonite pendant très longtemps. C'est assez voilà. pratique. C'est un service qui installe un logiciel sur votre disque dur et il backup tout dans le background sur le cloud et il backup tout votre disque dur en fait. Vous Mais sélectionnez les dossiers à ne pas backuper si vous voulez, mais c'est ça. Mais alors sans aller jusque-là, j'ai envie de dire que les choses vraiment importantes, vous pouvez, enfin vraiment importantes, voilà, si vous les chiffrez un peu. Alors après ça va aller à l'encontre de ce que je dis aussi par rapport au GAFA et là où vous mettez vos données personnelles, etc. Mais si vous avez des données que vous ne voulez pas perdre si jamais il y a un problème, vous pouvez aussi utiliser des services comme Dropbox ou Google Drive pour mettre ces datas-là, quoi, qui sont importantes. Le mieux, c'est de les chiffrer, effectivement, pour éviter que, si jamais vous faites pirater votre compte, que ces données sortent. Mais globalement, voilà, c'est d'avoir, en fait, l'idée, c'est de multiplier les sources de sauvegarde, en fait, enfin, ouais. les points de destination de sauvegarde. Moi, je dirais que pour une personne normale, un truc simple, c'est effectivement le truc à retenir, c'est faites au moins un backup. Physique ou dans le cloud ou quelque chose, faites un backup et pour le cas où il y a un souci et vous n'avez pas forcément besoin de faire un truc hyper compliqué, mais au moins en avoir un, ça sera pas la sécurité optimale, ultime que pourra vous conseiller un conseiller en sécurité qui va paniquer à chaque fois que vous lui dites que vous cliquez sur un lien sur Internet, mais c'est au moins une bonne chose de faite. Et on peut se dire, vous faites un backup par an, peut-être pendant les fêtes de Noël, ou alors pendant les vacances d'été, un backup par an, et comme ça, au moins, si vous avez un problème pendant l'année, vous savez que toutes vos données les plus importantes, vous avez au moins ce backup de un an, quoi. Ah ouais, Donc, là, une fois par an, c'est un peu léger quand même. Moi, je fais un backup tout le temps. Enfin, il y a des backups en permanence, quoi, on va dire, avec des time machines, des choses comme ça qui se font automatiquement. Et après, comme ça, j'y pense plus parce que le problème, c'est que sinon, t'es obligé de te mettre une note dans ton calendrier, penser à faire ma sauvegarde. Donc c'est pas, enfin, sur le long terme, c'est bien ce que tu dis, mais sur le long terme, moi je recommande pas ça. Je pense qu'il faut plutôt laisser tourner un backup en fonction de ce que vous voulez sauvegarder. C'est pas évidemment ou alors, si tu ouais, utilises pas trop ton ordi, voilà, bon, voilà, mais disons que si on pense aux gens normaux et pas aux gens comme toi qui sont des fous de sécurité, ouais, je dirais peut-être oui, si vous voulez pas juste faire un backup par an, utilisez un service comme Dropbox tout simplement ouais, où vous voilà, mettez toutes ouais. vos données sécurisées, enfin pardon, vos données importantes et là vous êtes relativement tranquille à moins que tout se fasse chiffrer. Bon, il y a des problèmes, on pourrait poser plein de questions sur cette Oui. méthode si on veut la sécurité ultime, mais encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir la sécurité ultime, on n'est pas à la NASA, c'est juste pour le cas où on a un souci, on se dit bon là on a un minimum de sécurité. Problème d'un truc comme Dropbox, c'est que si vous êtes victime d'un ransomware qui va chiffrer vos données, elles sont backupées sur Dropbox, chiffrées aussi. Alors Dropbox vous donne un petit historique et donc vous pouvez avoir différentes versions des données, donc si vous en apercevez assez vite, vous pouvez récupérer les plus importantes. Mais oui, il n'y a pas de solution ultime à moins de partir dans une grande complexité.
Après, on pourra parler des ransomware et je vous donnerai des conseils aussi. Voilà, on y arrivera un petit peu plus tard. Un autre conseil que tu donnais, là, c'est plus pour ne pas se faire hacker spécifiquement, pas pour ne pas perdre ses données, mais tu me disais un truc auquel on pense pas forcément, c'est que si on a des médias qu'on va distribuer, des médias mobiles, genre des clés USB, des disques durs même, qu'on va jeter ou qu'on va donner à quelqu'un, il faut bien s'assurer d'effacer les données qu'il y a dessus. Alors, en fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que oui, tu peux effacer les données qu'il y a dessus, mais en fait, effacer une donnée, ça veut pas dire vraiment l'effacer en fait d'un support. Donc, que ça soit un disque dur, une clé USB, une carte SD, peu importe. Si vous prenez des photos avec votre appareil photo et qu'il y a des photos dessus, vous pensez les avoir effacées, mais en fait, quand tu effaces un fichier, ce qui se passe dans l'ordi, c'est que ça change juste un bit au niveau de l'emplacement où est stocké le fichier, et ça dit juste, bah, c'est plus lisible, quoi. Mais ton fichier est toujours là, et c'est toujours possible de le récupérer avec des outils. Voilà. Donc si vous perdez des fichiers, En gros, si vous... pour expliquer un petit peu l'aspect technique, le disque dur, je schématise beaucoup, mais il y a deux zones de données sur le disque dur. Il y a les données elles-mêmes et les adresses des données, l'annuaire des données. Et quand on efface un fichier, généralement, ce qui se passe, c'est que dans l'annuaire des données, le fichier est indiqué comme non disponible. Ah, et Corben est non disponible aussi. Si, il est revenu. Non, je suis là. Donc le fichier est indiqué comme non disponible. Mais si on va se balader dans la jungle des fichiers, on ne sait pas forcément où est le fichier qu'on cherche, mais on peut chercher partout et on va retrouver les fichiers en se baladant directement dans les données elles-mêmes. Et il y a des logiciels qui font ça, il y a des experts qui peuvent même les retrouver si on a essayé de les effacer de manière un petit peu plus solide. Donc, c'est ça. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si vous effacez des documents importants, il y a toujours moyen de les récupérer. Alors toujours moyen dans la limite du temps qui est passé et du problème technique. S'il y a un disque dur qui est mort parce qu'il est cassé physiquement, c'est très compliqué. C'est toujours possible, mais après il faut passer par des sociétés spécialisées, ça devient un peu plus cher. Mais bon, voilà. Et l'autre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si vous vendez un disque dur, une clé USB, une carte SD sur le net, sur le bon coin, vous n'en avez plus besoin, même si vous l'avez formaté, il y a toujours vos données en fait dessus qui pourraient être récupérables. Donc il faut penser à bien nettoyer, et alors pour ça, il y a des outils spécialisés qui en fait chiffrent et en même temps effacent et chiffrent et réécrivent en fait sur le disque dur jusqu'à temps que ça parte. Il y a même au niveau des corbeilles moi je peux expliquer sous Mac, il y a sur la corbeille de Mac, quand on efface les fichiers, on peut faire de l'effacement sécurisé. Enfin, je vous donne pas de nom, mais on peut effacer de manière sécurisée des datas sur un support. Un logiciel simple qui sert qu'à ça, tu proposerais lequel ? J'ai pas de nom là. Non, il y en a plein. Enfin, en fait, souvent c'est embarqué dans des outils qui permettent de désinstaller des logiciels, de vider ta RAM, de nettoyer un peu les cookies, des trucs comme ça. Et moi, tu vois, par exemple, sur Mac, j'ai un truc qui s'appelle Clean My Mac, qui fait plein de trucs, etc. Et dedans, il y a une fonctionnalité qui nettoie qui rechiffre, bien les fichiers. Ouais, qui fasse bien les fichiers. Et il y a aussi des outils qui, en fait, chiffrent l'espace vide, en fait, de ton ordinateur. Donc, c'est-à-dire que si ça fait des années que vous avez le même ordi, etc., il y a plein de trucs que vous avez effacés, il y a plein de places libres sur votre ordi. Mais dans cette place libre, en fait, il y a toutes vos datas, en fait, qui ont été effacées, que vous ne voyez pas. Et en fait, ces outils vont, en quelque sorte, réécrire, en fait, par-dessus plein de fois pour que ça soit irrécupérable. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses de CCleaner, qui est un logiciel dont on entend beaucoup parler, justement, qui fait ça sous Windows ? Alors, je sais pas si ça permet d'effacer vraiment des fichiers, CCleaner, je connais pas bien, mais je sais que ça permet de nettoyer tout ce qui est cookies, historique, traces, etc. C'est un très bon outil, ouais, c'est très bien, CCleaner. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que il y a des problèmes de malware avec ce genre de logiciel, mais en fait le problème n'est pas forcément avec ce genre de logiciel. Ça nous amène à la prochaine discussion, qui est: faut faire attention à ce qu'on télécharge et d'où on le télécharge.
Et oui, parce que en fait, il y a tellement d'arnaques sur le net de faux sites, etc., qui vous proposent en fait des logiciels gratuits, que ça soit du CCleaner, même VLC, enfin, ou Firefox. Voilà, je sais pas, vous voulez télécharger Firefox, allez sur le site officiel de Firefox. Vous voulez télécharger VLC, allez sur le site officiel de VLC. Même chose avec CCleaner, parce qu'en fait, sinon, vous avez plein d'espèces de librairies, de bibliothèques de logiciels, qui sont très connus, hein, comme télécharger.com, etc. Je les connais pas toutes, hein, puis il y en a dont j'ai une image assez ancienne, mais la plupart de ces bibliothèques intègrent au mieux des logiciels publicitaires en fait dans les systèmes d'installation de ces logiciels gratuits. Donc au mieux vous allez vous retrouver avec de la pub qui va s'afficher ou des logiciels supplémentaires qui vont s'installer, des toolbars dans votre navigateur, enfin des trucs un peu de merde mais qui vont pas tuer votre ordinateur. Et au pire si vous allez vraiment sur des sites vraiment malfaisants, là vous allez vous récupérer des malwares, des choses comme ça. Et cet exemple-là c'est exactement le même si enfin on retrouve ça dans plein de domaines différents. Il n'y a pas que le logiciel, tout ce qui est fichier torrent, tout ce qui est, enfin, tous ces trucs-là. Voilà, il y a tout le temps plein d'arnaques et faut être super vigilant, quoi. Donc, la règle de base, c'est d'aller chercher ces softs sur les stores officiels, Apple, Windows Store ou Play Store, etc. Si vous êtes sur mobile, ou alors sur le site officiel de l'éditeur, mais pas ailleurs. Et il faut faire effectivement attention. Généralement, si vous avez déjà enfin, si vous connaissez le logiciel, le site officiel est assez facile à retrouver. Je suis sûr qu'il y a des sites qui vont essayer de faire semblant d'être, enfin, de copier le site officiel. Mais généralement, c'est plus dans ces trucs de librairie qui s'appellent, enfin, download.com, télécharger.com. Je ne sais pas si cela spécifiquement inclut des logiciels malveillants, mais il y en a beaucoup et je dirais qu'il vaut mieux être sécurisé que de ne pas de se dire bon bah c'est plus pratique donc je le fais comme ça. Aller chercher le site officiel. Le problème c'est que les gens font pas attention parce que tu vas aller sur Google et tu vas taper le nom de ton logiciel et en fait tu vas taper 2, 3, 4 pubs avant les résultats de recherche, donc tu auras le site officiel qui sera dans la liste des résultats de recherche en tête, mais avant tu auras des liens, des pubs, mais tu as l'impression que c'est des résultats de recherche qui vont te renvoyer vers des sites un peu chelous comme ça, donc faites attention aussi avec ça, quoi. Vous faites pas avoir. Ouais. Par exemple, tiens, si je vais sur Google, je tape VLC et pas mal. J'ai le premier, c'est le lien effectivement vers le site officiel. Donc bon, sur VLC. Mais c'est parce que t'as pas mis la pub là, si. si, là je suis sur Google. D'accord. Généralement je suis sur Quant. Sur Quant il y avait pas de pub et je suis allé sur. Enfin, mon moteur de recherche par défaut c'est Quant. Mais là, je suis allé spécifiquement sur Google et il n'y a pas de pub non plus. Donc, je sais pas si j'ai de la chance. Google m'aime bien, mais bon, là, il y a pas de pub. Un autre truc que j'inclus un petit peu dans ce conseil, toujours dans la question des liens sur lesquels on clique, c'est un petit peu un conseil de base, mais c'est pareil pour les emails. On a des systèmes qui sont de plus en plus aptes à détecter les spams et le phishing, etc., surtout sur des emails en ligne comme Gmail notamment, que beaucoup d'entre nous utilisent. Mais d'une manière générale, quand on reçoit un mail chelou, il vaut mieux ne cliquer nulle part, quoi. Et on a l'habitude maintenant, après des années et des années de mails bizarres, on sent qu'il y a un truc bizarre. Et l'attitude par défaut, c'est que, à moins que je sois sûr, je clique pas. Est-ce que c'est un truc pour les emails, il y a 10 000 trucs, mais effectivement, en fait, le mieux, par exemple, si vous recevez un email de votre banque, et qu'il y a un gros lien dedans, vaut mieux aller en retapant l'adresse de la banque dans votre navigateur plutôt que de cliquer sur le lien. Si vous recevez un email de quelqu'un que vous connaissez ou d'une société et qui vous demande des infos, il n'y a pas de lien, mais qui va vous demander des infos peut-être un peu perso, enfin voilà, des choses, des numéros de compte, des trucs comme ça. Et faites pas clic droit répondre, parce que peut-être que c'est un email qui est faux, enfin qui a été forgé, qui ressemble en fait, mais vous le verrez pas forcément, qui ressemble à l'email officiel. Retapez l'adresse email de votre correspondant comme il est enregistré dans votre liste de contacts officielle, quoi, on va dire. Mais ouais, il y a plein de bonnes pratiques. Oui, parce qu'il y a du mail spoofing, c'est-à-dire que l'adresse email de l'expéditeur que tu vas voir peut te sembler être celle que tu connais, mais en fait, c'est pas de là qu'elle vient. Donc, si tu réponds, ça va envoyer ta réponse à un autre email.
Ouais, C'est ça? ouais, c'est pas vraiment ça en fait. Enfin, tu peux en fait recevoir. Par exemple, moi, je pourrais recevoir un email de Patrick Béja, mais quand je fais répondre, ça va renvoyer à superpirate@gmail.com, tu vois. Ah bah Euh, c'est moi mais aussi ça, donc ça mais va, tu peux répondre. mais ce qui peut arriver aussi, c'est que je vais créer un email Patrick Béjo avec un O. Toi, tu vas Mhm. pas faire gaffe et tu vas le lire vite fait et tu vas croire que c'est écrit Patrick Béja. Et si je réponds, bah ça va partir sur une autre boîte mail en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut parfois retaper quand même les adresses email de ses correspondants. Enfin, ça va vite, hein. De toute façon, c'est reproposé par le client mail. Ça évite de tomber un peu dans des pièges comme ça, quoi. Mhm. Mais bon, après, faut pas non plus enfin, devenir parano. Mais disons que dès que ça concerne des comptes, on va dire un peu sensibles, que ça soit des comptes sur lesquels vous avez des données, des comptes email, des comptes bancaires où il y a de l'argent, des comptes de crypto-monnaie, des choses comme ça, faut que ça attire votre attention, quoi. Si c'est Mhm. voilà, et puis bon, après, il y a plein de spams, de concours, de trucs comme ça que vous recevez qui vont vous balader de site en site et en essayant de vous installer des malwares. Mais globalement, voilà, ouais, faut rester méfiant quand même. Dernier conseil avant les classiques, donc quatrième avant le cinquième qui en est plusieurs. Si le pire arrive, si on a un ransomware qui arrive sur notre ordinateur et qui chiffre toutes les données et qui nous dit Corben, vous devez nous envoyer 1 500 € tout de suite, sinon vos données seront perdues à jamais. Bah alors déjà, faut comprendre comment ça marche un ransomware. Un ransomware, c'est un logiciel qui va chiffrer, donc c'est-à-dire qui va Ah, rendre. chiffrer, les gens connaissent, ouais. Ok, Rendre bon, d'accord. illisible, quoi. Il rend illisibles les données qu'il y a sur votre ordinateur. Alors, enfin, une partie des données, c'est-à-dire que le système d'exploitation va toujours fonctionner parce que l'idée, c'est que vous puissiez acheter des bitcoins pour après payer les gens, etc. Mais donc ça va chiffrer les données, donc après, bah, vous perdez vos datas et vous avez plus que vos yeux pour pleurer. La première chose à faire, en fait, déjà, c'est de débrancher l'ordi. Mais au niveau du courant, quoi. Vous essayez même pas de l'éteindre, vous arrachez la prise, quoi. Faut pas se poser de questions parce qu'en fait, quand vous faites ça, enfin, quand le ransomware commence à démarrer, un processus de chiffrement, ça peut être assez long. Donc, il va commencer à chiffrer bah, un peu tout ce qui est évident dans le répertoire, mes documents, ce genre de trucs. Mais vous allez quand même le voir apparaître. Il va changer votre fond d'écran, il va vous mettre une pop-up qui va vous expliquer que vous êtes infecté, etc. Bah, n'attendez pas, coupez l'alimentation électrique et après vous verrez. Après, tournez-vous vers un informaticien un spécialiste qui lui va pouvoir en fait démonter votre disque dur et récupérer les datas qui n'ont pas encore été chiffrées. Donc ça c'est on va dire c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais laissez pas traîner les choses en fait parce que plus vous attendrez, plus le malware va chiffrer et après ce sera complètement foutu quoi. Et tu dis, Euh, il faut même pas éteindre l'ordinateur normalement. Il faut vraiment Non, arracher non, la prise parce que. tu coupes tout, quoi. T'arraches la prise parce que tu vas l'éteindre, ça va encore prendre du temps, quoi. Ça sert à rien. Hmm. Et puis même, en fait, le problème, c'est que même souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils le redémarrent en se disant, bon, bah, ça va régler le problème. Je vais redémarrer mon ordi. Là, j'ai un bug, j'ai un problème de pop-up, je sais pas quoi. Hmm. Ils le redémarrent. Et en fait, le problème, c'est qu'en le redémarrant, bah, le malware s'implante encore plus profondément dans le système parce qu'il écrit des choses dans les fichiers de démarrage, etc. Et donc, il s'installe encore plus, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, après que tu le redémarres, même si tu l'as nettoyé à l'antivirus et compagnie, bah, il peut se réinstaller tout seul à chaque redémarrage, quoi. Donc, donc il faut l'arracher, enfin, arracher la prise et après, voilà. Et aussi, bah, si vous êtes vraiment victime d'un malware et que vous avez rien pu faire, entre guillemets, pour récupérer vos données, stockez quand même votre disque dur dans un coin, gardez-le, même s'il est infecté, etc. Enfin voilà, rachetez un nouveau disque dur, mais gardez votre truc parce qu'en fait, régulièrement, il y a un site qui s'appelle No More Ransom, donc plus jamais de rançon, quoi, en gros, No More Ransom, qui en fait propose des outils pour déchiffrer les fichiers chiffrés pour certains malwares, etc. Et ils en rajoutent tout le temps en permanence. Donc même si vous avez subi une attaque de malware il y a 2 ans et que vous avez gardé votre disque, peut-être qu'aujourd'hui le déchiffreur est sorti et vous pouvez nettoyer votre disque, enfin récupérer vos fichiers. Donc c'est pas totalement tout le temps foutu. Par contre, un conseil, c'est ne payez jamais la rançon pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça ne vous donne pas la garantie que les fichiers
seront déchiffrés. Hein. Ça veut pas dire que les hackers, les méchants pirates auront la clé. Et puis ensuite, il faut savoir que cet argent que vous allez donner, il va servir à des choses malfaisantes. Ça va servir à des mafias, ça va servir enfin voilà, ça sert à plein de trucs dégueulasses qui vont bien au-delà enfin, on va dire juste de gagner de l'argent. Et des données, oui. C'est du crime organisé qui a ces, ouais. Et du coup, No More Ransom, il y a des informations, il y a des moyens de savoir par quel ransomware on a été affecté. Alors, on dit rançongiciel en français d'ailleurs. Ouais, rançongiciel. Alors, en fait, ça dépend en fait. Ça dépend de. Oui, il y a de la doc en fait sur les malwares et sur la façon dont chacun procède. Donc, tu peux savoir en fonction des extensions de fichiers, en fonction des peut-être même des images, etc. que tu as vues, de quel malware tu as été victime. Mais bon, après, voilà, ça propose des outils de déchiffrement. Il y a des conseils. Enfin, ça c'est vraiment No More Ransom, c'est un peu la bible du ransomware. Allez voir, il y a tout dessus, quoi. Là, ils ont je saurais même pas dire, mais ils ont une trentaine ou une cinquantaine d'outils de déchiffrement. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Ouais. Donc ça faut regarder. Il y en a même plus que ça. Il y en a des tonnes, effectivement. On voit la liste. Bon, c'est le genre de truc, à la limite, c'est pas forcément la peine de vous en préoccuper maintenant. Ouais. Mais le jour où vous serez victime d'un rançongiciel, souvenez-vous de ce site, nomoreransom.org. La meilleure parade. Oui. La meilleure parade contre les rançongiciels, c'est les backups. C'est pour ça qu'on en parlait au début. C'est-à-dire de faire vos sauvegardes, comme ça vous prenez ce truc-là, allez, c'est pas grave, vous formatez tout, vous remettez à zéro, vous restaurez vos données, et puis on n'en parle plus, quoi. Mais voilà, les gens qui n'ont pas de sauvegarde, souvent se font avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise, souvent, les gens se font avoir, voilà, les employés se font avoir, et ils ont honte, en fait. Ils ont honte de le dire à leur chef, à leur boss, etc. Donc ils payent la rançon, donc ils claquent 200, 500, 1000 euros. Un peu dans le dos du patron en espérant que ça déchiffre les données. Ouais. Ça se voit pas, mais en fait c'est une grosse connerie, quoi. Allez en parler à l'informaticien de la boîte, allez en parler à des gens qui savent, et puis dépensez pas votre argent personnel parce que de toute façon ça va pas régler le problème, quoi. D'une manière générale, je pense que ça c'est un bon conseil à donner. C'est vrai que on peut tous se faire avoir. Il y a des gens qui sont plus aware que d'autres, et bien sûr parmi les auditeurs, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent les bonnes pratiques et qui savent, mais ça n'empêche que on a toujours tous un pourcentage de chance de se faire avoir quand même, et c'est pas un truc honteux. On sait juste, on n'a pas fait attention, on était fatigué, ou il y a une nouvelle méthode qui nous a pas fait allumer la petite lampe de la méfiance dans la tête. Et oui, il faut. Bon, ça fait un petit peu parler à votre psychologue, ou à votre psy, mais il faut en parler. Si vous savez pas quoi faire, si vous avez un peu peur, parlez-en à votre tante qui connaît les trucs informatiques et qui saura vous dire quoi faire. C'est le genre de truc, surtout pendant les fêtes. Je sais que on va tous rentrer dans la famille et on va avoir droit à est-ce que tu peux voir, j'ai un truc bizarre qui se passe sur mon ordinateur, et c'est un petit peu relou, et donc. Je sais que les membres de la famille parfois veulent pas emmerder les gens en parlant, mais ce genre de truc, il faut évidemment, c'est beaucoup mieux d'en parler que d'avoir des problèmes encore plus graves ensuite. C'est ça, ouais. Bon, donc voilà pour les 4 petits conseils que tu as à donner aux gens avec l'expérience de ce dont les gens te parlent vraiment. Donc merci pour cela. Et ensuite, on a en 5e conseil les classiques qu'on va passer en revue rapidement. Les antivirus, les VPN, les gestionnaires de mots de passe et l'authentification double facteur. C'est les trucs dont on parle un petit peu tout le temps. Et les antivirus, pour commencer par ça, j'ai l'impression que c'est presque un truc du passé, et que c'était le problème de sécurité d'il y a 10-15 ans, et qu'on paniquait sur les antivirus et que c'était hyper important à l'époque. Et que aujourd'hui on n'en parle plus trop, mais c'est quand même important d'avoir un antivirus. C'est un peu comme le préservatif pour les jeunes maintenant, en fait. C'est un peu passé de mode, entre guillemets, alors que c'est super important. Et les antivirus, c'est super important aussi. Alors
La bonne nouvelle, c'est que il y a des protections dans Windows qui sont très très bien. Par exemple, si vous êtes sous Windows, il y a l'antivirus Windows Defender, le logiciel de défense de Microsoft qui marche très bien, qui a été bien noté. Là, j'ai revu encore un test qui comparait plein d'antivirus récemment. Et celui-là, il est très très bien noté. T'es toujours là? Oui, je suis là. Ah, ok. Non, j'ai l'impression que ça a coupé, excuse-moi. Non, je suis là. Donc Windows Defender, ça c'est bien si vous voulez pas vous embêter avec un antivirus, il y a ça. Mais sinon, pour les antivirus, je dirais faites attention. Pareil, ça rejoint un peu le conseil sur les malwares, etc. Enfin sur les logiciels dont on parle au début. Téléchargez pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'antivirus gratuits qui sont pas très efficaces, qui embarquent aussi des trucs pas propres. Partez sur des trucs connus. Soit des antivirus payants, des grands noms que vous connaissez tous, on va pas leur faire spécialement de la pub, mais voilà. Il y a des antivirus gratuits comme AVG, des choses comme ça, qui sont aussi connus, voilà, et qui sont gratuits, donc voilà. Ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin après de partir sur des trucs un peu exotiques, voilà. Évitez l'exotisme, quoi. Partez sur des trucs connus. Quand tu dis éviter l'exotisme, c'est genre moi j'ai toujours sur ce genre de truc, je me méfie toujours du gratuit. En effet, c'est de ça que tu parles quand tu dis éviter l'exotisme. Il y a deux choses. C'est-à-dire que tu vas taper antivirus gratuit, tu vas te retrouver sur un faux site qui va te proposer un faux antivirus qui va te coller des virus. En gros, c'est ça. Donc déjà, faut se méfier. Si tu choisis un antivirus gratuit, donc un truc comme AVG, etc. Je me souviens plus de l'autre. Il y en a un autre qui a un autre nom dans le style, mais qui ont pignon sur rue, hein, et qui ont aussi des options payantes, etc. Vous allez avoir un antivirus qui est bien. Mais Avast, c'est ça, je cherchais Avast, qui est très bien aussi. C'est bien, ça marche bien, mais vous n'aurez pas toutes les options en fait. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la protection on va dire à 360 degrés, quoi. Donc moi, ce que je conseille, c'est soit d'utiliser Windows Defender, basta. Ça, c'est le premier truc de base. Ensuite, si vous avez un peu envie de tester, vous mettez Avast ou vous mettez AVG, etc. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment assurer le coup, là, vous payez et vous prenez un abonnement, peu importe, hein, à Kaspersky, à Norton, on s'en fout, quoi. Mais il y en a plein qui ont pignon sur rue et qui sont très bien, quoi. Mais là, du coup, vous aurez l'antivirus, mais vous aurez aussi le firewall, vous aurez les outils de protection anti-phishing. Enfin, des fois, ça peut même devenir pénible parce qu'en fait, il y a tellement de sécurité que des fois, ça te bloque, ça te bride, etc. Donc, un antivirus, il faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui se règle. Il faut parfois, un jour, vous allez installer un antivirus parfaitement légal et normal, mais vous n'allez plus arriver à aller sur Internet, quoi. Voilà, ça va pas marcher. Si vous allez tous les trucs maximum, c'est un peu restrictif. C'est ça, donc faut quand même fouiller un peu dans les options, faire des réglages et puis bien le doser. Donc ça prend un peu de temps, donc après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, quoi. Moi, je dirais que pour savoir lequel choisir, comme il y a tellement de trucs gratuits, on ne sait pas lesquels sont bons, etc., allez sur un site auquel vous faites confiance et voyez les dernières reviews. Et vous aurez les explications de quels sont les points forts et les points faibles des différentes offres. Allez pas sur n'importe quel site, mais un site auquel vous faites confiance. Il y en a plein qui font des... Là encore, t'as souvent dit pignon sur rue, et c'est vrai que il faut des noms que vous connaissez et auxquels vous faites confiance, parce que, je veux dire, dans les tests que vous allez lire, parce que même dans ce domaine, les plus malveillants des logiciels de protection, entre guillemets, des faux logiciels de protection, ils vont créer des reviews qui sont pas des vrais reviews, et donc si c'est un site un peu bizarre qui vous dit tel antivirus il est super cool, faut pas forcément lui faire confiance, quoi. Il y a aussi, ça, pas beaucoup de gens le savent, mais il y a des sociétés d'assurance ou des fournisseurs d'accès Internet qui proposent aussi des antivirus. Alors, c'est pas leur métier de développer des antivirus, donc en général, ils se reposent sur ils sont en marque blanche avec des antivirus des grands noms, quoi. Donc, par exemple, je vais juste prendre un exemple parce que je connais que celui-là, voilà. Mais il y a le fournisseur d'accès Internet Nornet,
qui propose un antivirus qui s'appelle Security. Alors ça fait un peu qui coulole le nom Security parce qu'on se dit bon c'est quoi cet antivirus, c'est pas un truc connu, mais en fait derrière c'est Kaspersky. Donc si vous installez Security, ça vous coûtera moins cher que de prendre une licence Kaspersky, parce que eux, en fait avec le forfait d'abonnement internet, après ils te sortent des options à 5 balles par mois ou 3 balles par mois, etc. pour 3 euros, 5 euros que tu rajoutes en plus sur ton forfait internet. Et puis là t'as tout l'antivirus Kaspersky, ça te coûtera moins cher que de prendre une licence complète pour l'année, quoi. Donc il y a aussi des choses comme ça, vous pourrez regarder du côté des fournisseurs d'accès, de votre fournisseur d'accès ou de votre assureur ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Ils ont des partenariats en fait. L'autre sujet dont on parle souvent, c'est les VPN, les Virtual Private Network. C'est quoi un VPN ? Je pense que la plupart des gens le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de tunnel chiffré par lequel passent toutes vos données pour se connecter à Internet et qui va ressortir à un autre endroit du net, chiffré et sans dévoiler des données que vous pourriez transmettre sur Internet. C'est-à-dire qu'elles vont toutes passer par le service que vous utilisez, elles seront chiffrées et elles vont ressortir d'un autre endroit qui n'est pas là où vous êtes vous. Donc ça vous rend plus difficile à identifier. Sur votre réseau, la plupart du temps, on l'utilise sur des réseaux publics, des réseaux Wi-Fi publics qui ne sont pas chiffrés, parce que sur ces réseaux, il y a souvent des failles qui permettent à d'autres personnes connectées au même réseau de voir votre trafic Internet s'il n'est pas suffisamment bien chiffré. Donc, le VPN, c'est pas forcément un truc qu'on va utiliser à toutes les occasions, mais qui peut être vraiment utile parfois, surtout quand on n'est pas sûr de là où on est. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un peu de l'overkill, selon toi ? En fait, c'est toujours pareil. Ça dépend de comment vous consommez Internet, entre guillemets. C'est-à-dire que le VPN, ça s'est démocratisé parce que les gens voulaient télécharger ou regarder des émissions de télé qui sont bloquées dans leur pays, etc. Donc, en fait, ça permet de sortir par un autre point d'accès. Donc, tu peux avoir des VPN en France, mais tu peux avoir des VPN au Japon, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc, en fonction de ton besoin, ça peut être juste pour un besoin pratique. Par exemple, accéder à un service qui est réservé aux Américains. Bon, si tu utilises un VPN avec une IP américaine, tu peux accéder à ce service. Mais ça a aussi une fonction de sécurisation. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, le VPN, en fait, ça déporte la confiance. Enfin, c'est-à-dire que quand tu te connectes à une borne Wi-Fi, par exemple, moi, je me connecte à la borne Wi-Fi chez moi, c'est ma connexion Orange. J'utilise pas spécifiquement de VPN parce que je maîtrise toute la chaîne, en fait. Je sais que ma borne Wi-Fi, c'est moi qui l'ai installée. Enfin, c'est voilà. Qu'après, tu fais confiance à Orange. Je fais confiance à mon fournisseur d'accès, etc. Voilà. Maintenant, si je me retrouve dans un hôtel ou même dans le train sur une borne Wi-Fi, etc., qui est libre d'accès, comme tu disais, là, je maîtrise pas la chaîne. Donc, l'idée du VPN, c'est en fait de déporter cette confiance en disant, voilà, j'ai pas confiance dans le point Wi-Fi sur lequel je me connecte. Donc, je vais créer ce tunnel et mes données vont sortir en clair chez mon fournisseur de VPN. Donc ça veut dire que si votre fournisseur de VPN est malveillant, si c'est quelque chose si les mecs l'utilisent pour exploiter vos données, pour vous espionner, etc., ça va pas régler le problème, quoi. C'est pas une solution magique, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que le fournisseur VPN, c'est très bien, il faut le prendre parce que quand vous êtes sur des connexions que vous maîtrisez pas, du Wi-Fi public, chez McDo, à l'hôtel, dans le train, etc., c'est super important parce que ça vous permet de pas vous faire piquer de la data, etc. Mais il faut aussi bien choisir son fournisseur VPN. C'est un peu comme l'antivirus parce que sinon, vous savez pas trop ce qui se passe. Il y a plein de fournisseurs VPN qui se sont montés un peu à l'arrache parce que c'était la mode, qui font que ça, mais on sait pas trop qui y a derrière, on sait pas trop de quel pays ça vient. Ça se trouve c'est dans des pays un peu limite, et on sait pas trop ce qu'ils font avec les données. Enfin voilà, donc c'est pas forcément, c'est pas une solution miracle en fait le VPN, faut bien le comprendre. Mais c'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire ok, j'installe le VPN donc je peux faire n'importe quoi, cliquer sur tous les liens. C'est pas ça que il vaut mieux.
quand vous connectez à un réseau Wi-Fi, si vous n'avez pas de VPN, un réseau Wi-Fi public, hein, je veux dire, si vous n'avez pas de VPN, il vaut mieux faire un partage de connexion 4G sur votre téléphone et vous connecter au Wi-Fi de votre téléphone. Là, du coup, vous maîtrisez la chaîne parce que c'est votre téléphone et après, ça part chez votre opérateur Internet, enfin votre opérateur mobile. Donc, quelque part, c'est un peu plus sécurisé qu'un Wi-Fi public. Et pour choisir un bon VPN, pareil que pour les antivirus, faut prendre des grands noms. Pignon sur rue, alors, pignon sur rue. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de publicité partout pour des tas de VPN connus. Moi, je fais confiance. J'ai du mal à faire confiance dans tous ces services-là que je connaissais pas il y a 2 ans, quoi, parce que c'est des services qui sont exclusivement VPN. J'en ai vu plein qui promettaient des trucs sans log, etc., qui finalement, dès qu'il y a un problème, vont quand même réussir à trouver des logs à envoyer à la police et compagnie. Donc tu te dis que quelque part ils ont quand même des logs et voilà. Donc toutes les promesses des VPN, faut un peu se méfier. Moi je préfère partir moi ce que je recommande c'est Freedom de F-Secure, parce que F-Secure c'est une boîte qui fait de la sécu depuis des années, des dizaines d'années. Donc c'est une boîte qui a pignon sur rue en termes de sécurité, qui bosse aussi avec des entreprises, etc., qui ont leur antivirus aussi. Donc le VPN c'est pas leur cœur de métier, c'est pas leur produit phare entre guillemets. Donc et ils sont pas, et c'est une boîte qui est européenne, donc on peut se dire aussi que sur la protection des data, voilà, ils ont des lois qui respectent. Et donc voilà, c'est un VPN que j'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de points de sortie un peu dans tous les pays du monde. Il est pas très cher, alors c'est payant évidemment, mais c'est propre, ça marche en mobile, ça marche en ordi, et puis voilà, c'est une boîte qui a pignon sur rue, quoi, une fois encore, et dans laquelle voilà, comme je reporte ma confiance. Faut que je trouve un acteur dans lequel j'ai confiance, et donc comme j'ai confiance en F-Secure parce que leur réputation n'est plus à faire, je reporte ma confiance là-dessus. Mais après voilà, à vous de voir si vous avez confiance dans un prestataire autre. Allez-y, quoi. Mais sur cela, par contre, pour la question des logs, où je vois les auditeurs. Il y a des logs. Ah oui, c'est ça. Moi, je veux aller pirater tel ou tel logiciel. Oui, là, ils sont dans les clous et ils ont des logs. Donc. Ouais, il y a toujours des logs, mais après les logs. C'est vraiment une question de sécurité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est faux. Enfin, moi, je pars du principe que vous ne faites rien d'illégal, quoi. Si vous êtes un criminel, etc., on fera une autre émission avec Patrick pour vous expliquer comment vendre de la drogue sur Internet et pas vous faire embêter par les flics. Voilà. Mais là, c'est pas fait pour ça, quoi. Freedom VPN, ça vous protège pas des gouvernements, de l'État, si jamais vous faites des choses répréhensibles, mais ça vous protège des pirates, des malfaisants, etc. Ouais. Un autre truc dont on parle beaucoup, on parle souvent, et on l'a d'ailleurs déjà fait on avait fait un épisode il y a 2 ou 3 ans sur l'hygiène informatique qui couvrait un petit peu plus les sujets de ce type. On parle de gestionnaire de mots de passe, et moi j'en parle souvent aussi. Je trouve que c'est assez important, c'est même très important, parce qu'on a tellement de mots de passe pour tellement de sites différents que on peut pas se souvenir de tout, et donc fatalement au bout d'un moment on se met à utiliser le même partout. Ouais. Et donc, le gestionnaire de mots de passe, c'est une solution je sais que certains vont se dire, ah bah oui, mais alors, comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe ? Un gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel qui va stocker vos mots de passe pour différents sites. Il y a des extensions pour votre navigateur qui vont s'installer et remplir automatiquement les mots de passe et les données d'accès au site auquel vous vous connectez. Par exemple, il y a des applications mobiles qui vont faire la même chose. Et donc, comme ça se fait automatiquement, vous pouvez utiliser des mots de passe aléatoires, très complexes, et vous n'avez pas besoin de les retenir. Alors évidemment, ensuite, vous avez un mot de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe, et il y a des gens qui vont vous dire « Ah bah oui, mais du coup, il n'y a qu'un seul mot de passe, et donc c'est pas sécurisé, parce que si les gens réussissent à pirater ça, ils vont vous avoir accès à tous vos mots de passe. » Oui, évidemment, mais ce mot de passe, vous pouvez le rendre très complexe. Vous pouvez le sécuriser avec une authentification double facteur dont on va parler dans un instant. Donc oui, gestionnaire de mots de passe, oui, double oui, quoi. Alors, sur le gestionnaire de mots de passe, moi j'ai plein de trucs à dire parce que c'est un sujet qui me passionne, mais en gros, il y en a deux types. Il y a ceux que tu installes sur ton ordi, comme KeePass par exemple, qui sont des logiciels libres. Tu l'installes sur ton ordi, tu as ton gestionnaire de mots de passe sur ton ordi. Le problème, c'est qu'il faut penser à le sauvegarder parce que si tu perds ou si tu te fais pirater ton ordinateur, tu peux te faire voler ton
ta base qui passe, quoi, entre guillemets, même C'est-à-dire si c'est que, chiffre. ouais, pour expliquer aux gens, c'est vraiment un logiciel qu'on installe sur sa machine et qui va stocker dans un fichier sur votre ordinateur tous les mots de passe. Alors chiffrés évidemment, donc on peut pas les lire facilement. Il faut le mot de passe pour y avoir accès. Mais le fichier est sur votre ordinateur, pas dans le cloud. C'est ça. Après, il y a d'autres fournisseurs de services de gestion de mots de passe comme LastPass ou LastPass, je vais y arriver, ou Dashlane, qui en fait stockent sur leur aussi, OnePassword, qui stockent sur leur serveur à eux, donc dans le cloud, vos mots de passe. Là, c'est pas une fois encore, faut bien choisir son fournisseur. Par exemple, je sais que LastPass, il chiffre de bout en bout tout ce que vous mettez. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que quand vous créez votre compte LastPass et que vous mettez votre mot de passe principal, votre mot de passe maître pour protéger votre trousseau votre trousseau qui contient tous vos mots de passe, ça va chiffrer votre trousseau et il y a que vous qui connaissez votre clé et LastPass a pas accès à vos mots de passe en clair. Donc si demain LastPass se fait pirater, ça pourrait arriver, c'est déjà arrivé. Même si des attaquants récupèrent les trousseaux des gens, ils pourront pas les lire, sauf si votre mot de passe maître c'est 1, 2, 3, 4. Quoi. Ils pourront tester 1, 2, 3, 4 et les trouver. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre un mot de passe principal qui est assez complexe. Mais quand je dis complexe, ça veut pas dire forcément de mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères bizarres avec des dièses et des points d'exclamation, etc. Ce que je vous recommande de faire, le meilleur mot de passe, et ça vaut pour tout, hein, que ce soit gestionnaire de mot de passe ou boîte mail ou ce que vous voulez, le meilleur type de mot de passe, c'est ce qui s'appelle des phrases de passe. En fait, c'est juste des phrases en français que vous inventez. Alors, allez pas chercher une phrase dans votre roman préféré ou dans une chanson, etc., parce que elle sera connue puisqu'elle sera imprimée. Mais inventez une phrase à vous dans votre tête avec. Excuse-moi, elle sera connue et imprimée. C'est important de comprendre ça parce que les gens qui essayent de pirater les mots de passe, ils ont le résultat du mot de passe chiffré et donc ils vont tester des milliards de combinaisons de lettres et de chiffres, et ils vont voir si le mot de passe qui est chiffré de la même manière donne le résultat final. C'est comme ça qu'ils font ils font des bibliothèques. Ouais. Voilà, et donc si vous utilisez une combinaison de mots qui est connue, elle va être plus facilement atteignable. Alors, bien sûr, s'ils ont un temps infini, ils pourront même tester votre combinaison de mots que vous avez inventée, mais c'est moins probable que si c'est un extrait de roman, mine de rien. Il y a tellement de puissance de calcul dans ces ordinateurs qui font tous ces tests, qui testent des milliards de trucs à la fois, et ils incluent dans leur bibliothèque de tests tous les mots du dictionnaire, tous les trucs, les combinaisons de phrases connues de romans, etc. Voilà, alors quand je dis comment faire une phrase de passe, vous inventez un truc qui vous plaît, c'est-à-dire que vous allez retenir facilement, même ça peut être ridicule, mais par exemple moi, souvent ce que je fais, c'est je regarde ce qu'il y a autour de moi, donc là par exemple je pourrais dire le casque tombe dans le bol et renverse la bougie, tu vois, je fais ça, le casque tombe dans le bol et renverse la bougie, c'est ma nouvelle phrase de passe, elle est très longue, il y a des espaces, il y a des majuscules, mais à l'arrivée, enfin au démarrage de la phrase, il y a une majuscule, ça peut se terminer par un point si vous voulez, ou un point d'exclamation, vous pouvez dire et tombe dans les 3 bougies, vous mettez un chiffre en plus, mais en fait cette phrase-là, l'avantage en fait c'est qu'elle est hyper longue, elle est hyper impossible à trouver parce qu'elle est dans aucune base de données, nulle part, parce que c'est vous qui venez de la sortir de votre cerveau en l'assemblant un peu avec n'importe quoi. Vous allez la redire parce qu'elle est absolument ridicule et ça peut être marrant. Voilà, vous écrivez un peu une blague que vous allez retenir, vous répétez ça dans la tête. Et je peux vous promettre que, ça sera plus pénible à taper parce que ça sera simple, c'est du français, vous allez la retenir, etc. Et ça sera pas pénible à se souvenir, contrairement à des mots de passe à rallonge. Et de deux, c'est hyper sécurisé parce que c'est c'est très très long, quoi. Jamais à un nombre de caractères équivalents vous n'arriveriez à retenir un mot de passe avec tout collé avec des lettres et puis des caractères, etc. qui veulent rien dire. Mais alors que là vous allez le retenir, c'est hyper sécurisé, c'est hyper simple. Faites ça, quoi. Phrase de passe, c'est top. Donc voilà, vous avez votre phrase de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe et après, pour la plupart des services, vous laissez le gestionnaire de mots de passe créer des mots de passe complexes qui sont, eux, des combinaisons de chiffres et de lettres et de caractères spéciaux que, de toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin de retenir. Si vous êtes inquiet là je vais te poser la question que les gens poseront, si on est inquiet sur le fait que, merde, si j'ai un mot de passe super complexe pour mon compte important, mon compte Google ou mon compte, je sais pas, Dropbox ou ce genre de choses, est-ce que je le mets quand même dans le gestionnaire de mots de passe avec un mot de passe complexe ou est-ce que c'est plus simple de faire autrement, je sais pas, de créer une autre phrase de passe pour ce site-là juste pour le cas où?
Après, en fait, moi j'aime bien tout mettre dans le gestionnaire de mots de passe parce que j'ai pas à retenir les mots de passe. Mais après, si vous enfin, si vous êtes sur des machines qui sont pas forcément équipées d'un gestionnaire de mot de passe et que vous n'avez pas de mobile, etc., c'est toujours bien de retenir quand même le mot de passe, on va dire, dans sa tête. Donc vous pouvez aussi inventer une phrase de passe pour des choses importantes comme votre Gmail ou enfin votre compte mail, etc. Parce que vous dites bon bah voilà, là admettons je suis à l'autre bout du monde, je suis en slip, j'ai accès à rien, j'ai juste un ordi dans un cybercafé. J'ai pas mon gestionnaire de mot de passe, je connais pas mon mot de passe Gmail, ça va être le bordel. Va falloir que vous installiez le gestionnaire de mot de passe, vous réidentifiez dessus, enfin ça peut vite devenir compliqué. Donc pour des choses un peu cruciales comme la boîte mail, vous pouvez le mettre dans le gestionnaire de mot de passe, votre mot de passe, mais vous pouvez aussi faire une phrase de passe que vous retenez. Alors vous la mettez en gestionnaire de mot de passe, comme ça se remplit tout seul au login, etc. Mais le jour où vous en avez besoin, c'est dans les cas extrêmes, hein, en vrai, plus personne sort de chez soi quasiment, mais non mais voilà, j'exagère un peu, mais c'est ça quoi. Dans les cas extrêmes, bon bah vous aurez toujours ça dans le cerveau. Mais après, c'est pas dramatique parce que même désespéré à l'autre bout de la planète, bon bah voilà, vous prenez un ordi ou vous trouvez un téléphone, vous installez dessus ce qu'il faut pour récupérer votre compte avec vos mots de passe. Alors si vous avez un qui passe et que votre trousseau est sur votre ordi à la maison, c'est un peu râpé, mais si vous passez par un service sur LastPass, vous vous reconnectez sur LastPass, ils ont un site web et vous retrouvez un accès à vos mots de passe quoi. Donc c'est pas non plus dramatique quoi. Donc après à vous de voir comment on dose ça quoi. Alors, si on a perdu notre téléphone et tous les trucs qui nous permettent d'avoir accès à nos comptes protégés, ou on a mis de l'authentification double facteur, bah là, on est vraiment dans la merde. Donc, est-ce qu'il faut installer une authentification double facteur pour tous ces services? Ça, c'est le dernier point qu'on va évoquer. L'authentification double facteur, là encore, pour ceux qui savent pas, c'est en plus du mot de passe, un autre facteur de sécurité, comme par exemple une application sur votre mobile qui va vous donner un chiffre qui est généré, pas aléatoirement, mais selon un algorithme qui est connu uniquement de votre app et de l'endroit où vous l'utilisez. Et donc, vous mettez votre mot de passe et vous mettez le chiffre qui change toutes les 30 secondes et ça prouve que vous avez bien l'app avec laquelle vous avez lié votre compte et donc vous pouvez vous connecter. Ça veut dire que même si quelqu'un connaît votre mot de passe, il va pas pouvoir se connecter parce qu'il faut en plus ce deuxième facteur. C'est ça, ouais. C'est super important. Mais si on est en slip à l'autre bout du monde... Non, mais après, ça c'est pareil, c'est mon deuxième sujet préféré. Donc je pourrais en parler des heures, mais la double authentification, ça, c'est un sujet qui peut faire un peu peur parce que ça a l'air compliqué aussi, mais en fait ça l'est pas vraiment parce que c'est des petits outils qu'on installe sur son smartphone, etc. Il faut juste retenir deux choses. C'est effectivement, comme tu l'as dit, si on se fait voler son mot de passe, ça peut arriver. Hein, vous pouvez vous faire voler votre mot de passe de 1000 façons différentes. Donc même si c'est une phrase de passe qui fait 800 km de long, si vous la faites voler, vous la faites voler, quoi. Donc quelqu'un peut accéder. Donc le double facteur, ça permet effectivement d'avoir ce code sur un matériel physique. Maintenant, ce code, souvent, alors soit il arrive sur le téléphone, c'est la solution que je recommande, soit il est envoyé par SMS. Le problème, c'est que l'envoi par SMS, c'est pas quelque chose que je recommande. Alors les banques font beaucoup ça parce que je recommande pas ça parce qu'en fait les opérateurs téléphoniques sont pas toujours très rigoureux et il y a des gens, des criminels qui s'amusent à en fait demander à l'opérateur de faire un duplicata de votre carte SIM, se font passer pour vous en gros et reçoivent la carte SIM, la mettent dans un téléphone et ensuite reçoivent les codes SMS sur leur téléphone à eux quoi. Et donc vous perdez votre mot de passe est volé, votre clé double facteur est volée aussi parce que quelqu'un a dupliqué votre carte SIM. Donc le mieux c'est d'avoir un logiciel qui fait comme Authenticator de Google par exemple, qui fait qui stocke les clés de double facteur, de double authentification. Et alors ça en fait, comment ça marche en gros, c'est souvent on demande de flasher un QR code avec le logiciel en fait. Donc c'est assez rapide, assez simple. Le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez activé la double authentification, ça dépend du fournisseur d'accès, mais souvent, après c'est mort quoi. C'est-à-dire si vous perdez votre téléphone ou vous perdez votre accès à cette génération de code,
vous pouvez plus accéder à votre compte en fait, même avec le mot de passe. Donc il y a en fonction des prestataires, il peut y avoir différentes procédures. Hein. Certains vont reset complètement le compte, c'est-à-dire que si par exemple tu perds ta clé sur Dropbox, enfin ta clé double facteur sur Dropbox, Dropbox va te redonner un accès à ton compte, mais ils vont enlever tout ce qu'il y a sur le compte. Tu vas repartir avec un compte vierge par exemple. Je crois que ça marche comme ça chez eux. Il y en a qui te disent non, c'est mort, tu n'accéderas plus jamais à ton compte, recrée-toi un nouveau compte. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc le double facteur, il y a des logiciels comme LastPass qui proposent un truc d'authentification où là, une fois encore, eux aussi sauvegardent les clés dans le cloud. Donc c'est-à-dire que si tu te retrouves en slip à l'autre bout de la planète, tu peux réinstaller LastPass, le logiciel de double authentification de LastPass et restaurer les clés de double authentification depuis le cloud de LastPass. Donc voilà. Donc c'est pareil que les mots de passe en fait, si vous voulez, c'est chiffré au même endroit. Le problème c'est que si on vous pirate votre LastPass parce qu'on vous a volé le mot de passe LastPass, etc. Enfin, après c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ça dépend de. C'est toujours la question de. C'est toujours le truc, quoi. Les éléments, enfin les choses les plus pratiques et les choses les plus sécurisées. Les deux s'opposent souvent l'un l'autre. Moi, je dirais que. Ouais, Gmail par exemple propose de la double authentification et il propose aussi des codes de sécurité. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que le QR code, vous pouvez le sauvegarder, vous pouvez l'enregistrer, c'est une image ou des fois il donne des clés, enfin souvent même à chaque fois il donne des clés en fait, des espèces de clés assez longues que vous pouvez sauvegarder. Donc vous pouvez les enregistrer sur votre ordinateur, mais il faut bien penser à les sécuriser aussi parce que si vous faites pirater votre ordinateur, voilà, vos clés aussi sont dans la nature. Moi ce que je dirais pour ce genre de choses, c'est que le gestionnaire de mots de passe va gérer les comptes auxquels vous vous connectez, les comptes pas super importants, les trucs auxquels vous connectez une fois tous les 3 mois, voilà, pour pas avoir des mots de passe similaires tout le temps. L'authentification double facteur, elle est importante à activer pour vos comptes un peu plus importants. Et peut-être que pour cela, vous pouvez activer, imprimer des codes de récupération. La plupart des gros services vous proposent ça. Vous l'imprimez carrément en physique, en papier. Vous le stockez quelque part dans votre maison. Dans un coffre. Dans un coffre. Et vraiment, alors, le truc, c'est que si un malfaiteur veut vous cibler, vous spécifiquement, je crois qu'il y aura toujours un moyen. C'est si vous vous dites oui mais le truc il est stocké chez moi dans mon coffre, enfin pas dans mon coffre mais dans un dossier quelque part où il n'y a pas écrit code de récupération, vous dites que si là vous êtes quand même dans une situation à risque, c'est que vraiment vous êtes ciblé très 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 spécifiquement. Il y a quelqu'un qui va rentrer chez vous, fouiller dans vos dossiers pour accéder à votre compte internet. Bon, c'est peu probable. Donc même si c'est pas le truc le plus sécurisé au monde, je pense que ça devrait à peu près suffire pour vous donner un niveau de sécurisation qui est plus élevé que 99,9% de la population, quoi. C'est ça, après c'est comme c'est une donnée aussi à sauvegarder. Donc après, pareil, si ta maison brûle et que tous tes codes de récupération brûlent, enfin voilà. En fait la sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est jamais à 100%, hein, donc c'est un processus. Donc après, c'est à vous de doser, de voir un peu comment vous faites votre tambouille. Mais vous serez jamais à 100% sécurisé et voilà. Mais faut l'accepter, quoi. Faut se dire que faut rester tranquille, faut être vigilant et puis voilà. Et donc l'authentification double facteur, oui, recommandée. Alors je la recommande vraiment, beaucoup. Et si vous avez le choix entre une authentification double facteur par SMS, donc c'est-à-dire un code SMS envoyé, ou une authentification double facteur avec une application sur votre téléphone, ou aussi avec des clés, des fois il y a des clés physiques qui génèrent des codes, etc. Préférez l'appli ou la clé physique, mais évitez les SMS parce que là la grande mode en ce moment c'est justement ça. Ça arrive beaucoup et ça arrive même en France. C'est un duplicata ça s'appelle du SIM swapping et donc c'est un échange de cartes SIM. Vous, si par exemple un jour vous levez le matin, alors souvent ça se passe la nuit quand les gens dorment, hein, ils sont intelligents, puis ça se passe le vendredi pour éviter que les gens puissent appeler leur banque le week-end et que ça bosse le week-end parce que les gens sont en congé, etc. Si à un moment vous avez plus de réseau sur votre téléphone, si d'un coup là, paf, plus de carte SIM, plus de réseau, bougez-vous les fesses très très vite, que ça soit, si vous avez, je sais pas, une banque ou de la crypto-monnaie ou des choses comme ça, essayez de changer
les mots de passe tout de suite là-dessus. Voyez avec votre opérateur pourquoi vous avez plus de réseau, etc. Parce que c'est peut-être parce que votre SIM a été dupliquée. Parce que quand elle est dupliquée, l'autre avant, la SIM d'origine, en fait, perd la connexion, en fait. Et souvent, les gens Elle est désactivée, quoi. elle est désactivée et on se dit, c'est un problème temporaire, je verrai ça lundi, j'appellerai Orange lundi, c'est pas grave, etc. Mais pendant tout le week-end, le mec aura le temps, le cybercriminel aura le temps de récupérer tous les codes par SMS, aura le temps, s'il se connecte sur votre banque, après de faire des virements, de valider les nouveaux comptes, etc. Et là, vous vous retrouvez en slip, quoi. Donc, il y a, enfin voilà. Un petit peu obsédé par les slips quand même. Ouais, je sais pas si ça. Ouais, je fais une guerre aux caleçons. Non, mais voilà, c'est le truc à la mode. En fait, en ce moment, il y a deux choses un peu à la mode comme ça dans les attaques. C'est les ransomware. Enfin, ça fait quelques années maintenant, mais c'est encore très présent. Ransomware et puis tout ce qui est SIM swapping, ouais. D'accord. Bon, écoute, ça me paraît quand même assez complet tout ça. Ça a fait une petite heure de discussion. J'espère que ça vous aura aidé dans vos pratiques. Alors, encore une fois, je crois que si vous voulez absolument tout implémenter, ce dont on a parlé, c'est un petit peu compliqué. Mais au moins quelques-uns de nos conseils, si vous les implémentez, vous serez au moins un petit peu plus en sécurité. Et j'ai un dernier conseil. Ouais, vas-y, bien sûr. Dernier conseil, si jamais vous arrive à un problème avec un pirate, avec un ransomware, avec une perte de données, enfin peu importe en fait le problème de cybersécurité que vous allez rencontrer, il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Qui vous pose en fait des questions quand vous arrivez sur le site. Donc, est-ce que vous êtes un particulier, un professionnel, etc. Donc, vous cliquez, ils vont vous demander votre code postal, vous cliquez, etc. Et en fait, ça va vous donner alors des conseils, mais ça va surtout vous donner une liste de prestataires qui seront à côté de chez vous et qui sont inscrits sur le site et qui pourront vous aider en fait. C'est-à-dire, restez pas tout seul. Et il y a plein de professionnels, plein de gens, et c'est pas forcément des trucs qui coûtent très cher. Qui pourront vous aider en fait sur peu importe le souci que vous avez. Et si même vous avez des soucis où quelqu'un vous fait du chantage ou alors à voler vos photos, vos sextos, votre sextape et commence à vous faire du chantage, etc. Restez pas tout seul, ça va porter plainte, aller voir la police, passer par le site cybermalveillance parce qu'en fait il y a tous les policiers sont pas formés à ça, mais il y a des branches de la police plus spécialisées et ça va vous renvoyer en fait vers ça vous guide en fait et ça vous renvoie vers les bons interlocuteurs, que ce soit des sociétés, des PME qui vont vous aider ou la police, etc. quoi. Donc allez voir cybermalveillance.gouv.fr, c'est top. Super, écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'émission, évidemment. Et on va donc se quitter sur ces bons mots pour cette épisode. Alors normalement, je crois qu'on sera à peu près à la période de Noël, donc bon Noël à tous ceux qui écoutent et qui passent. Voilà, c'est un bon moyen de passer Noël à écouter des histoires horribles sur la sécurité informatique. Mais que voulez-vous, c'est peut-être le bon moment aussi pour faire quelque chose pour ça. Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et suivre tes aventures sur Internet ? Alors sur Twitter, Corben, Korben, et puis tout ce dont on vient de parler et beaucoup plus encore, parce que je parle de plein de sujets, j'ai fait plein d'articles sur mon blog corben.info. Voilà, il y a tout ce qu'on vient de dire là, j'ai fait des tutos entiers sur tous ces trucs-là. Enfin voilà, vous pouvez chercher avec le moteur de recherche, vous allez tout retrouver là-dessus. Et puis après il y a plein d'autres choses, mais bon voilà, sur le blog. Très bien. Merci beaucoup Corben. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur frenchspin.fr. Cette émission est le rendez-vous jeu. Si vous êtes justement pendant la période de Noël et que vous voulez écouter, savoir quels sont les meilleurs jeux de l'année pour vous occuper pendant cette période des fêtes, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu qui est également disponible sur le site ou dans votre app de podcast. Et si vous voulez soutenir le rendez-vous tech, c'est sur patreon.com/rdvtech. Vous avez 2 minutes à perdre tout de suite là et vous vous dites ils sont quand même sympas ces petits gars qui me parlent de tech. Et vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous vous abonnez pour $1 par mois seulement. Vous avez des bonus et vous faites vous soutenez une émission de qualité. Enfin j'espère en tout cas. Donc n'hésitez pas à faire ça. On vous fait de grosses bises et normalement, la semaine prochaine, on aura un autre épisode spécial qui sera bien sympathique aussi. Je ne vais pas vous en dire grand-chose, mais c'est un sujet... Le teasing de ouf. C'est un sujet pas du tout commun, c'est pas un truc sexy, mais c'est un truc intéressant.
On verra. Si c'est sexy, c'est forcément sexy. C'est ça, pardon. Je vais mettre un titre bien buzzy pour vous faire cliquer. Mais vous êtes déjà abonné au podcast, donc même pas besoin. Allez, à très vite, bonne fête et à dans une semaine. Pour avoir un site internet bien conçu, bien référencé et bien sécurisé, il y a ceux qui galèrent bien. Mais alors vraiment bien. Et puis il y a les autres, ceux qui veulent créer eux-mêmes leur site facilement avec un outil intuitif, et ceux qui préfèrent ne rien faire. Pour eux, One and One Yonos s'occupe de tout. En plus, avec One and One Yonos, on peut toujours faire appel à son conseiller personnel, comme s'il était dans le bureau d'à côté. À choisir, vous préférez quoi ? Un tuto ou un conseiller que vous finirez par tutoyer ? À bientôt sur ionos.fr/podcast. Bonne écoute.